Matin dans le 6-9, c'est Laure Lavalette, députée du Var, porte-parole du Rassemblement National. Bonjour à vous, bienvenue sur ce plateau. Hier en commission, des amendements de la France Insoumise et du Parti Socialiste visant à abroger la réforme des retraites ont été adoptés. La gauche a crié victoire, notamment Mathilde Panot. Vous êtes clairement dans un duel, on a l'impression, une guéguerre avec la gauche pour savoir qui va pouvoir se targuer enfin d'avoir réussi en premier l'abrogation de la réforme des retraites. C'est ça ou pas? Alors figurez-vous que nous sommes en guerre avec personne. Ce qui compte, c'est l'intérêt des Français. On n'a qu'une seule boussole, c'est l'intérêt des Français, et qu'effectivement cette réforme de retraite dont les Français ne voulaient pas et ne veulent toujours pas soit abrogée. C'est la raison pour laquelle vous savez que jeudi prochain on a notre niche le 31 octobre et ça va être l'occasion aussi de voir comment la gauche. Mais la gauche a raison, c'est une victoire pour la gauche ou pas? Non, c'est pas une victoire pour la gauche. Je veux dire, on l'a porté autant que. Vous savez, on peut être adversaire politique et avoir de temps en temps des idées communes. Il se trouve que cette réforme de retraite n'était voulue par très très peu de Français. Elle a été imposée par 49.3, un peu parce que on le sait bien, il y a eu un chantage de l'Union européenne qui disait à Bruno Le Maire, si cette réforme des retraites-là ne passe pas, à ce moment-là, vous n'aurez pas l'argent du plan de relance. Il faut expliquer aux Français l'hypocrisie quand même de cette réforme des retraites. L'idée était de dire, on va allonger le délai de cotisation, on va passer l'âge à la retraite, ce sera pas 62, mais l'âge légal sera 64 ans avec 2 ans donc de cotisation de plus. Mais c'est une grande hypocrisie parce que il y a un senior sur 2 à partir de 55 ans qui arrive à la retraite sans être en emploi, et soit en maladie, en invalidité ou au chômage. Donc ce que vous pensez récupérer en cotisation d'un côté, finalement, vous le dépensez de l'autre. Et Emmanuel Macron, 3-4 ans avant d'imposer cette retraite aux Français, ce projet de retraite, l'avait dit que c'était d'une grande hypocrisie. Donc voilà. Il faut quand même faire quelque chose sur les retraites, parce qu'on sait très bien aujourd'hui qu'on a une population vieillissante, que aujourd'hui la part des retraites dans notre budget c'est énorme. On a vraiment des problèmes avec notre déficit. Ce soir on a Moody's qui va peut-être encore nous dégrader, le FMI qui alerte sur les risques de dérapage budgétaire. Donc qu'est-ce que vous préconisez? Vous avez raison, il y a une vraie question qui a été complètement éludée pendant tous les débats à l'Assemblée nationale. En plus, je portais le texte, donc je m'en souviens bien. La Macronie n'a absolument pas parlé ni de natalité ni de productivité, qui sont pourtant les deux jambes absolument fondamentales sur lesquelles notre système de retraite, issu des 30 Glorieuses, était issu. Effectivement, les bébés de maintenant seront les C'était dans le discours d'Emmanuel Macron post-élection. Hein. Oui, mais alors, on n'en a plus jamais entendu parler. Et quand moi j'ai osé parler de natalité au sein de l'Assemblée nationale, on m'a dit, Sandrine Rousseau m'a dit, lâchez nos utérus. Il n'était pas évidemment question de forcer les femmes à avoir des enfants. Simplement de se dire qu'effectivement, les femmes ont 1,7 enfants en France, alors que le désir d'enfant est à 2,5. Donc on pourrait imaginer déjà que si nous mettions les familles dans des conditions pour relancer cette natalité, ça a de l'intérêt, surtout que un grand nombre d'enfants, on est bien d'accord, mais un grand nombre d'enfants, c'est quand même aussi le signe de la vitalité d'un peuple, et on avait besoin de ça parce que ça fait des cotisants. Et il y a aussi, en 25 ans, dans le meilleur des cas. Il y a aussi une histoire de productivité. Vous savez, Emmanuel Macron qui se targuait, de cette start-up nation qui, on en reparlera sûrement, est devenue la tax-up nation, a créé des emplois à très très faible productivité et a sacrifié des emplois industriels qui, eux, vous faites des grands discours aujourd'hui sur la réforme des retraites. On a bien vu que c'était votre cheval de bataille. La question, mais moi, je comprends pas une chose. Pendant la campagne des européennes, vous avez été en situation où vous avez cru gagner avant le premier tour. Et quand on vous parlait de la réforme des retraites, c'était oh là 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 là. Il y avait beaucoup moins de discours. Et ma question va être très précise. Vous nous aviez dit à cette époque-là, tous ici même, qu'on verrait plus tard. C'était renvoyé largement après le budget. Qu'est-ce qui fait que, et c'était assez flou, qu'est-ce qui fait que d'un coup, aujourd'hui, ce qui au mois de juin n'était pas une priorité, c'est devenu aujourd'hui la sacro-sainte des priorités. Alors comme je ne doute pas que vous êtes un observateur très aiguisé de la vie politique, vous vous souvenez ce que disait Jordan Bardella? Il disait voilà, si jamais je suis Premier ministre, on verra. Au 1er juillet, dans les 2 mois qui arrivent, j'aurai 3 priorités qui seront effectivement le pouvoir d'achat, l'immigration et la baisse de... Et après le budget, on verra. D'accord, octobre, excusez-moi, on est quoi? On est le 24 octobre. Le budget n'est pas voté. Vous avez bien vu qu'on était dans cette temporalité-là. Il y a une opportunisme politique, madame Lavalette, c'est un opportunisme politique. C'est un opportuniste politique. Je veux dire, vous tombez mal. En plus, j'étais déjà porte-parole à cette époque-là et j'ai très bien expliqué. L'urgence de juillet-août, elle était différente. On avait dit qu'on ferait à l'automne et nous sommes à l'automne. Cette niche parlementaire, c'est nous qui avons la première. Je pense que c'est tiré au sort. Marine Le Pen proposera le 31 octobre. Exactement, c'est la semaine prochaine. Mais qui sera de votre côté, franchement? La gauche sera de votre côté? On verra. Vous savez, je pense que 55% à peu près des députés ont été élus, notamment en disant qu'ils allaient abroger la réforme des retraites. Sandrine Rousseau a déjà dit, moi je ne me rangerai pas du côté du Rassemblement national pour cette proposition de loi. Il faudra qu'elle aille expliquer
aux gens qui l'ont élu pour justement abroger cette réforme des retraites, quelles ont été les raisons profondes pour lesquelles il n'a pas voté, à part leur sectarisme et le dogmatisme. Je termine simplement, il ne vous est pas échappé que nous avions les 2 dernières années voté tout ce qui allait dans le bon sens, dans le sens des Français. Mais moi, j'ai voté des amendements d'LFI, j'ai voté des amendements macronistes, j'ai voté des amendements LR, parce que, encore une fois, je n'ai qu'une seule... Donc c'est un appel que vous faites à la gauche aujourd'hui. Rangez-vous de notre côté. Ils sont dans leur sectarisme et dans leur dogmatisme. Je pense malheureusement que les Français méritent mieux. Il faut sortir de ces postures. Ils ont la chance de le faire jeudi prochain. Ce qui veut dire que si jeudi prochain, votre proposition n'est pas adoptée, un mois plus tard, il y a... non pas la même, mais en tous les cas sur le même thème, une autre qui vient de la France Insoumise, vous la voterez. Alors qui n'est pas exactement la même, et c'est normal parce que nous ne sommes pas de la même famille politique, mais c'est ce que nous avons toujours fait. Vous la voterez. Probablement, c'est ce que nous avons toujours fait. Nous n'avons jamais eu d'état d'âme. Donc la gauche pourra crier victoire à ce moment-là. Oui, mais alors avec nos voix, ça paraît bizarre du coup. Ils voulaient pas donner, mais par contre avoir une victoire avec nos voix. Vous voyez bien à quel point c'est complètement absurde. Ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, voilà, il faut être mu par l'intérêt des Français et sortir. Mais comment vous expliquez, pardonnez-moi, que la plupart de vos partis frères en Europe, notamment ceux qui sont au gouvernement, notamment en Italie avec Madame Meloni, aient soit pris des réformes avec l'âge de la retraite au minimum à 64 ou 65 ans, et que ceux qui sont arrivés au pouvoir ne l'ont jamais remise en cause. Mais pourquoi ceux qui marchent en Italie, en Hongrie ou ailleurs, aux Pays-Bas, ne mangerait pas en France. Ça n'est pas du tout, on n'a pas du tout le même système de retraite qu'en Italie. En fait, il faut bien comprendre qu'un programme sur les retraites, c'est aussi un choix politique. Et effectivement, nous, on a pris le choix politique en fait, votre âge de départ à la retraite dépendra de l'âge de votre arrivée sur le marché du travail. Et effectivement, on pense qu'il vaut mieux faire travailler les jeunes de 25 à 27 ans que de 65 à 67 ans. Mais encore une fois, vous ne pouvez ne pas être d'accord. C'est un choix politique. Non, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je comprends pas la logique. Dans notre niche, en fait, il n'y a qu'une petite partie de notre réforme des retraites, puisque nous voulons pousser, j'allais dire, le bouchon plus loin, puisque nous voulons, quand vous avez commencé à travailler entre 17 et 20 ans, vous puissiez partir avec 40 annuités à 60 ans. Donc c'était, on a été très caricaturé sur cette mesure-là, puisque c'est simplement pour, j'allais dire, pour les carrières longues. Mais vous savez bien que ça n'est pas mis en place. C'est tellement une usine à gaz, ces carrières longues, que ça ne fonctionne pas. Là, ce sera très simple. Vous rentrerez votre âge de départ, enfin votre âge de départ, enfin votre âge où vous avez commencé à travailler, et vous saurez exactement. Il faut aussi de la lisibilité. On termine sur les retraites. Mais encore une fois, c'est un choix politique. Nous, on pense que quand vous allez travailler toute votre vie, vous avez le droit de profiter de votre retraite en bonne santé. Juste après la pub, dans un instant, on revient avec Éric Degouty notamment, et avec notre invité ce matin, Laure Lavalette, députée RN du Var. À tout de suite. Notre invité ce matin, l'invité de 8h30, c'est Laure Lavalette, députée RN du Var. Merci d'être avec nous. Éric Degouty. Oui, question. L'autre actualité du Rassemblement national, ces dernières semaines, c'est pas seulement à l'Assemblée nationale, c'est au Palais de Justice de Paris. La semaine a été compliquée. J'imagine que vous l'avez suivi attentivement. On a eu, nous aussi, on a vu 2 députés qui ont été sur le grill, et notamment Julien Audoul mercredi, où on a vu devant le tribunal un certain nombre de documents qui montraient que la charge de l'accusation, à savoir que ces gens avaient été rémunérés comme assistants parlementaires par le Parlement européen alors qu'ils travaillaient pour le parti. Est-ce que vous craignez, au vu de ce qui se passe au procès, une condamnation et notamment une peine d'éligibilité pour Marine Le Pen? Je vais vous dire, Marine Le Pen, ça fait longtemps qu'elle attendait ce procès, parce que ça fait longtemps qu'elle avait envie d'expliquer quelle était notre vision, effectivement, du travail des assistants parlementaires de députés d'opposition, ce qui est très différent avec des députés de la majorité. Et effectivement, je pense que la dichotomie, elle est peut-être là, et c'est tout l'enjeu de ces 3 mois de procès où Marine Le Pen va pouvoir, et a commencé, à bien expliquer, voilà, que c'était... quand on était attaché parlementaire, on faisait de la politique. Et c'est exactement comme nous, députés de la nation, intrinsèquement, on ne peut pas différencier notre travail législatif de notre travail. C'est très intéressant ce que vous dites c'est notre vision du travail. C'est ce qu'elle a dit. Sauf que la règle, il y a un code du travail, en l'occurrence il y a des règles, et que c'est pas une vision. C'est est-ce qu'on est, et ça c'est toute la différence entre la défense de plateau télé, si je puis dire, et celle devant un tribunal, c'est qu'il y a des faits, vous êtes jugé pour des faits. Est-ce que ces gens-là ont travaillé pour rester à l'institution? C'est pas une vision, c'est une application de la règle. Et là, en l'occurrence, aucun enrichissement on n'est plus dans la vision personnel, il n'y a pas de détournement de fonds. Non, parce que c'est quand même important. C'est pas ce que la justice vous reproche. Non, mais c'est là où, effectivement, sur le travail, c'est sur ce travail-là où pédagogiquement, il faut que Marine Le Pen explique ce que nous pensons être notre vision du travail de l'attaché parlementaire. Vous ne répondez pas à la question posée à l'instant sur... Vous étiez dans l'illégalité, mais vous dites que c'est pas normal. Pas du tout. En fait, l'Union européenne aimerait que les
les attachés parlementaires soient des fonctionnaires de l'Union européenne. Ah non. Ça n'est pas le cas. Ils travaillent pour un député qui fait de la politique. Mais lorsqu'un assistant parlementaire... Vous savez, c'est ni vous ni moi qui allons trouver la solution. Non, mais si, il y a la règle. La règle, elle est là. Lorsqu'un assistant parlementaire est censé travailler pour un député et que il est prouvé, en tous les cas, il y a des éléments, qu'il ne s'est pas rendu sur son lieu de travail pendant un an, ça pose quand même un problème. Écoutez, attendons de voir et la justice va faire son travail. Mais encore une fois, je pense que ce qui est important qui ressorte de ce procès, et moi je suis très contente qu'on s'en libère aussi de ce procès parce que c'est un mantra qui revient. Vous ne craignez pas une sanction pour Marine Le Pen ? Écoutez, franchement, non, j'avoue, je suis assez sereine. Elle aussi, elle l'est ? Ouais, très, très sereine. Donc, il n'y a pas de plan B aujourd'hui. Elle a toujours été, vous l'avez vu, elle est venue aussi sur les plateaux. Donc, vous nous dites qu'il n'y a pas de plan B aujourd'hui au RN ? En prévision d'une élection présidentielle anticipée ou en 2027. Même pas ce plan B parce que je ne pense pas que Marine Le Pen soit effectivement condamnée. Encore une fois, elle a 3 mois, alors maintenant un peu moins parce que ça a déjà commencé, mais pour expliquer que le travail des assistants parlementaires d'opposition n'est pas exactement celui dont Bruxelles. Donc Jordan Bardella ne se prépare pas au cas où. Non, mais peut-être qu'il peut se préparer déjà pour les 5 ans d'après. Oui. Vous savez, donc il sera prêt. On se prépare tous à avoir des responsabilités. Et pas pour 2027. Non. Donc vous reconnaissez, vous n'avez pas appliqué, vous n'avez pas respecté les règles. Moi, je ne reconnais rien du tout, monsieur. Moi, je ne reconnais rien du tout. Ici, c'est pas un tribunal. Moi, je n'étais pas à l'Europe. Donc, franchement, moi, je ne reconnais rien du tout. Et donc, un député de l'opposition, il est moins sérieux qu'un député de la majorité. Ça n'a rien à voir. Mais vous savez bien qu'on n'a pas du tout les mêmes prérogatives. Ils ne faisaient, vous appartenez à des commissions, il y a du travail parlementaire. Non, mais vous savez très bien qu'ils n'ont pas, ils font pas de rapport. Vous savez, quand on disait, ils font pas de rapport, mais ils font pas de rapport parce qu'en fait ils n'avaient pas le droit de faire des rapports. Donc on pointe pas du doigt des députés qui étaient minoritaires et qui n'avaient pas certaines prérogatives. Encore une fois, je pense que c'est très différent. Bruxelles voudrait qu'on soit à la botte de Bruxelles. En fait, les attachés parlementaires du Rassemblement national travaillaient pour les députés du Rassemblement. Autre thématique ce matin avec vous, Laure Lavalette. Oui, Isabelle. les agriculteurs, ils commencent à dire il faut refaire des actions. À partir du 15 novembre, ils appellent à se mobiliser. D'ailleurs, ils ont déjà commencé sur le terrain. Ils sont inquiets notamment de la signature de l'accord Mercosur. On parlait d'Europe à l'instant. Alors, est-ce que vous allez les soutenir? Quelle est votre position par rapport à eux? Je pense qu'il faut essayer de rembobiner un peu et de se souvenir de l'année dernière, du climat hyper tendu. Souvenez-vous, Emmanuel Macron qui n'était pas arrivé à inaugurer ce salon de l'agriculture, qui avait été exfiltré au premier étage et qui avait fait une espèce de réunion dans un couloir. Les images étaient quand même assez frappantes. Il était finalement descendu entouré de CRS pour voir 2-3 stands. Donc ça montrait quand même la défiance des agriculteurs envers Emmanuel Macron, qui avait tenté de calmer tout le monde en disant qu'effectivement ces traités de libre-échange qui mettent nos agriculteurs en concurrence avec des nations, des grands peuples et des grandes étendues aussi, avec des gens qui sont pas du tout soumis aux mêmes normes que ce que nous demandons à nos agriculteurs. Donc on voit bien à quel point c'est injuste. Ça avait été un petit peu calmé parce qu'on leur avait promis une simplification, souvenez-vous, dans leur travail, une simplification administrative qui n'est jamais arrivée. Je pense que la sobriété normative quand même, là vous parlez des agriculteurs, mais elle est vraie pour tout le monde, on en a besoin pour nos TPE, PME. Enfin, je veux dire, ça devrait être un peu une obsession, j'allais dire, cette sobriété normative. Et voilà. Et puis, je pense que les agriculteurs se rendent compte un an après qu'ils sont un peu, c'était un peu le dindon de la farce, et que ce traité Mercosur qui avait refait parler de lui au moment des européennes, souvenez-vous, puisque nous sommes contre, évidemment, tous ces traités de libre-échange. On veut du juste échange. Nous, on veut que nos agriculteurs puissent être en concurrence avec des gens qui ont les mêmes normes qu'eux. Et le traité du Mercosur, il faut expliquer aux Français ce que c'est qu'en fait, pour que l'Allemagne vende des voitures, on va sacrifier nos bétails, on va accepter sur notre sol, mais c'est colossal, c'est 100 000 tonnes d'ovins, 180 000 tonnes de poulet qui va venir sur notre sol à des coûts qui sont très différents, puisque le poulet qui va arriver n'aura pas été produit avec le même coût horaire dans la ferme. Je ne sais pas si elle vient par exemple du Brésil. Si c'est signé et ratifié par la France, ce qui n'est pas le cas. D'accord. Enfin, ça pose quand même une vraie question puisque Emmanuel Macron s'était engagé. Mais souvenez-vous, il s'engageait au moment des européennes en disant. Quand même aussi, il s'opposait en France, mais il ne s'opposait pas à Bruxelles. Mais tout l'enjeu est là. Mais je vais vous dire, un peu comme pour le pacte asile-immigration, où on a un ministre de l'Intérieur qui s'oppose ici et qui finalement fait en sorte que ça soit transposé entre l'Europe et ici. Donc cette dichotomie, elle ne doit pas exister. Il faut, je pense, que nos dirigeants politiques soient beaucoup plus transparents et je ne suis pas sûre qu'Emmanuel Macron n'ait pas envie de signer ce Mercosur. Juste pour terminer sur le budget, le 49.3 peut être dégainé à tout moment, ça vous le savez, même si le Premier ministre a déclaré vouloir laisser les débats se continuer à l'Assemblée nationale notamment. Vous êtes porte-parole du Rassemblement national à l'Assemblée nationale justement. Vous croyez aux promesses de Michel Barnier ?
Non, mais surtout, il vous a pas échappé quand même la stratégie qui était en train d'être en place à l'Assemblée nationale, où nous ne trouvons pas de députés macronistes ni de députés LR. Donc en fait, il laisse un peu pourrir la situation pour que LFI et in fine, il le déclenchera selon vous d'impôts, ils veulent tout taxer. Enfin, il faut quand même que les gens qui nous écoutent sachent que le nouveau Front populaire veut tout taxer. C'est-à-dire, tout ce qui régit votre vie, il y a une explosion des impôts. Et vous craignez ce 49.3 Non, en fait, je pense que c'est une stratégie parce que du coup, il y aura plus d'autres choix que le 49.3 finalement pour pouvoir contrer la gauche, alors que finalement les macronistes ne se seront pas opposés en hémicycle. Donc c'est très particulier. Je pense que ça vous arrange bien aussi le 49.3. Non, mais moi ça ne m'arrange pas. Vous savez, monsieur, moi ce qui m'arrangerait, c'est que le quotidien des Français s'améliore. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors heureusement, nous sommes très nombreux en hémicycle. On est le premier groupe en termes de présence, donc on arrive à s'opposer aux folies. Mais si Madame Lavalette, si le 49.3, la semaine dernière en commission, vous avez voté pour le projet de loi du gouvernement. Donc, s'il y a un 49.3... On ne vote pas pour le projet de loi. D'accord. En tous les cas, vous avez... Non, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. En fait, nous ne voterons jamais le budget. Vous savez que le budget, c'est la traduction comptable de choix politiques. Les choix politiques qui sont faits ne sont pas les nôtres puisque nous ne sommes pas au pouvoir. Donc, l'opposition ne vote jamais. Soit elle s'abstient, soit elle vote contre. Au mieux, elle s'abstient. Mais ne dites pas que nous... D'accord. Donc, s'il y a une motion de censure, vous ne voterez pas la motion de censure. Pour terminer, Laure Lavalette, 49.3. Non, on n'en sait rien. On verra bien. Encore une fois, mais une motion de censure, pourquoi derrière? Ça pose des vraies questions. Tant qu'on ne changera pas le mode de scrutin, j'ai peur malheureusement que les mêmes causes entraînant les mêmes effets, nous ayons à nouveau une Assemblée nationale très divisée et incapable, un peu paralysée. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans le 6-9.